Bonjour à tous, et bienvenue pour ce webinaire sur un sujet principal qui est le sujet des difficultés d'apprentissage scolaire, notamment tout ce qui est 10. Nous sommes ravis de vous accueillir. Euh, le pourquoi de ce webinaire, eh ben, écoutez, c'est euh, pas un sujet simple, mais on peut le résumer ainsi. Depuis un certain temps déjà, nous remonte à nous, éditeurs, beaucoup d'informations sur les pratiques de classe, les difficultés des enseignants et leurs besoins. Et dans le cadre de la collection bien connue de vous, des cahiers et la grammaire par les exercices, nous avons considéré qu'il était temps de proposer un ouvrage euh, spécifiquement destiné aux élèves ayant des troubles des apprentissages. Nous travaillons par ailleurs sur cette question des troubles des apprentissages de façon très très active sur beaucoup de nos publications et pour cela, nous associons plusieurs compétences. La première est celle de Madame Joëlle Paul, auteure phare chez Bordas de la collection La grammaire par les exercices, une collection qui couvre l'ensemble du collège et également les classes de seconde et de première, et également une société d'experts et amis, Mobidis, avec qui nous avons travaillé sur le projet que nous allons vous présenter et qui par ailleurs, par la voix de Marion Berthaud et de Jean Gomez, va vous présenter même tout de suite dans un premier temps les difficultés propres aux enfants qui ont des troubles des apprentissages scolaires, et dans un deuxième temps ce que nous faisons, ce que Mobidis fait avec et pour Bordas, pour rendre les ouvrages accessibles. Le cœur de notre présentation étant par ailleurs celle que Joëlle Paul va vous faire du cahier 6e 10. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est un petit peu un système de présentation avec des champs amébés où les uns et les autres vont présenter successivement leur partie. Vous pourrez poser des questions en cours de route et nous verrons si nous pouvons y répondre immédiatement ou si nous réservons les réponses pour la fin de la présentation. Et je vais d'emblée afficher le support de présentation qui va être celui de notre webinaire et laisser successivement nos différents présentateurs vous parler. Bonne réunion à tous. Merci beaucoup Marion. Donc moi aussi je m'appelle Marion et je suis la fondatrice de Mobidis. Et Mobidis, donc on a été sollicité par Marion justement par Bordas sur cette fameuse grammaire par les exercices, avec cette idée d'imaginer un cahier spécialement pour les 10. Alors, quand on parle de 10, de quoi parle-t-on précisément? J'ai avec moi pour vous en parler aujourd'hui Sophie Hamon, qui est ma collègue. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Et Jean Gomez. Bonjour Jean. Bonjour tout le monde. Et donc, qui sont avec moi pour vous parler donc tout d'abord de quoi parle-t-on quand on parle de 10, de la galaxie des 10. Et puis, plus largement, du travail qu'on a réalisé sur la grammaire par les exercices, vous êtes donc présentée par Joëlle juste après. Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que cette galaxie 10? Qu'est-ce que c'est que la dyslexie, plus particulièrement? Oui, alors, je suis chargée donc de vous faire un petit topo. On pourrait passer beaucoup de temps sur la dyslexie parce que, vous le savez, ça couvre beaucoup de choses et beaucoup de réalités différentes. Mais on va essayer de faire court juste pour donner quand même le contexte, effectivement, de ce public qui va accueillir le cahier de grammaire. Je suis désolée, j'ai pas ma caméra, mais le son passe bien, donc ça devrait suffire en mode radio. Et puis il y a le petit slide qui vous permet d'accrocher ce que je dis en même temps. Le premier slide, donc sur la dyslexie, je voulais rappeler quand même on a l'habitude
de parler de la galaxie, effectivement, des 10, c'est ce que disait Marion, ce qui englobe beaucoup de troubles différents, avec le point commun, d'être un dysfonctionnement cognitif, donc qui touche la cognition. Donc on le sait maintenant, c'est établi, c'est neuronal, c'est au niveau des neurones et précisément des connexions entre les neurones que ça se passe, que la difficulté surgit. On a tendance à regrouper deux types de troubles cognitifs. On a les troubles cognitifs spécifiques qui touchent les fonctions, on va dire, les propriétés fonctionnelles du cerveau, à savoir le langage, la coordination, l'espace, la vue et l'attention, qui sont des fonctions du cerveau, on va dire de base, en tout cas innées, et qui font lieu d'apprentissage uniquement implicite. À côté de ça, dans les troubles cognitifs, on a aussi vraiment les troubles des apprentissages scolaires. C'est vraiment appelé comme ça. Donc, c'est important de le dire. C'est que c'est au moment de l'apprentissage que surgit ce trouble. On apprend à lire, on apprend à écrire des mots et on apprend l'orthographe, on apprend à écrire avec un crayon, on apprend le calcul. Et donc, c'est au moment de cette période d'apprentissage que se révèlent les troubles. La dyslexie, c'est un trouble qui touche précisément le langage écrit, notamment la lecture, à savoir reconnaître la forme écrite et verbaliser cette forme, lui donner une signification orale, lui raccrocher un sens et une forme orale. Et voilà, donc c'est précisément là que se situe le trouble de la dyslexie. Pour la petite histoire, par rapport par exemple à la dyspraxie, qui est un trouble de la coordination, les enfants apprennent à saisir un crayon quand ils sont tout petits, ils ont 1 an, 2 ans, il y a le fameux passage de la prise des 2 doigts, voilà, apprendre quelque chose, à saisir avec sa main. Ça, c'est donc quand ils ont des problèmes de coordination, ça va être de la dyspraxie, et c'est dès 1 an ou 2 ans. L'écriture, ça va être quand on va apprendre le geste de former les lettres. Donc, c'est au moment alors on va commencer à apprendre à écrire vers 4-5 ans. Donc, c'est à ce moment-là que va se révéler le trouble de la dysgraphie précisément. Je vais passer au slide suivant. Alors, si vous pouvez, Marion, passer le slide. Ça va me permettre de donner le point commun entre tous ces troubles. Bon, c'est pas grave, continue. Marie, il faudrait passer le slide. Oui, vous racontez après. Mais c'est vrai que je dis beaucoup de choses qui peuvent. Voilà, il y a beaucoup de mots qui sont peut-être un peu barbares. Donc, en début de webinaire, je ne voudrais pas vous plomber non plus dans les connaissances. Ce que je voulais dire, c'est que donc là, le point commun entre ces troubles, c'est qu'ils sont spécifiques, sévères, stables et isolés. Spécifique, ça veut dire que il ne révèle ni d'une déficience intellectuelle globale, ni d'un trouble sensoriel, ni d'une pathologie psychiatrique. Ça se rencontre chez des enfants qui ont une intelligence normale, voire aussi développée, qui n'ont pas de trouble sensoriel. Les orthophonistes, elles écartent tout de suite tout ce qui concerne la vue, les oreilles, etc. S'il y a un trouble à ce niveau-là, elles envoient l'enfant d'abord traiter ce problème-là avant de traiter la dyslexie. Et puis, il n'y a pas de problème psychologique. Il n'y a pas de milieu socio-culturel qui dit, bah voilà, c'est un enfant de parents divorcés, comme on disait il y a 20 ans, où il n'y a pas de livre à la maison, etc. Alors, il y a des chemins qui vont aider l'enfant dyslexique à aller améliorer ce trouble et de compenser tout ça, et donc de faire un chemin après pour arriver à être un lecteur un peu plus à l'aise, on va dire. Mais à la base, voilà, c'est vraiment un trouble spécifique, ça ne concerne que les connexions neuronales. Sévère parce que ça interfère avec les activités quotidiennes et scolaires de l'enfant, mais on a des niveaux dans la dyslexie. Il y a des enfants qui ont une dyslexie sévère, voilà, très sévère, d'autres plus légère. Il y a différentes zones qui peuvent être touchées dans ces connexions neuronales. Vous le savez, vous êtes professeur de français, donc vous le savez, l'apprentissage de la lecture et lire, ça concerne beaucoup de choses, ça appelle beaucoup de tâches cognitives, et donc le trouble peut intervenir à différents niveaux. Ça peut être la reconnaissance d'un son spécifique, d'une lettre, l'association d'une lettre à un son particulier comme la confusion P et B par exemple, mais ça peut très bien se passer sur P et B et très mal se passer sur
D ou P, enfin voilà. Donc ça va se situer à différents niveaux. Et c'est là la difficulté pour vous, quand on vous dit, ben voilà, vous avez un élève dyslexique. Oui, mais alors, précisément, où sont ces difficultés? Stable et définitif, ça permet de dire aussi qu'il y a une rééducation qui est possible, mais on reste 10. Malheureusement, on le reste. On apprend à faire avec. Après, on a un cerveau qui est quand même un peu malléable. Et donc, comme un peu tout ce qui peut nous arriver, on apprend à faire avec et on va faire avec. Donc, on va compenser. On va trouver d'autres chemins plus sinueux, peut-être avec voilà plus de difficultés, mais au bout du compte, on peut trouver des chemins et vivre au quotidien avec ça. Et isolé ou associé, ce qui est intéressant de se dire, c'est que bien souvent, j'en parlais encore avec une orthophoniste hier, bien souvent, la majorité des cas sont multi-10, malheureusement. C'est-à-dire que un enfant dysphasique a un problème au niveau du langage oral, même s'il écrit, apprendre à lire va l'aider, ça n'empêche qu'il va avoir des troubles qui vont se révéler quand même aussi au niveau de la lecture. Un enfant dyslexique va aussi avoir des problèmes d'attention. Voilà, donc un enfant TDAH, donc trouble de l'attention avec ou hyper sensibilité, pareil, va avoir du coup des problèmes d'attention, de mémorisation et donc par voie de conséquence va révéler aussi de la dyslexie. Vous voyez, donc d'où vraiment la complexité d'isoler ça. Pour compléter, Sophie, elle est docteure sur ce sujet-là et sur des formations spécifiquement sur ces troubles. Et donc, elle vous en parle sur le côté très scientifique, spécifique. La façon dont on s'en rend compte au niveau du quotidien, c'est compliqué parce que comme c'est invisible, il y a des enfants qui ne savent pas qu'ils sont en difficulté à cause de ça. Et donc, on se retrouve dans des situations où ça va attaquer pas simplement la difficulté à apprendre à lire ou à écrire, ou etc., mais que ça va aussi attaquer l'estime de soi. À force de s'entendre dire que on est nul, à force plus exactement de voir les autres y arriver et pas soi, et on ne comprend pas forcément pourquoi, eh ben, on finit par perdre confiance dans cette capacité à agir pour réussir à apprendre. Finalement, on finit par trouver ça normal de ne pas réussir à apprendre. Et ça a des conséquences au-delà de l'apprentissage du français. Typiquement, ça a des conséquences sur toutes les autres matières. À partir du moment où on ne peut pas lire l'énoncé de maths, on ne peut pas faire l'exercice de maths. Donc, quand on est en train au collège, par exemple, en train d'apprendre sur un sujet de grammaire, un sujet sur le présent de l'indicatif, où on a besoin de comprendre l'énergie, il faut qu'elle soit focalisée là-dessus et non pas sur le décodage du texte qui permet d'expliquer c'est quoi le présent de l'indicatif. Et c'est toute la difficulté qu'on va avoir entre apprendre à lire et apprendre tout le reste sur lequel il va y avoir des solutions pour que ce soit plus facile. Donc, Sophie, je te rends la main sur les différentes solutions. Et sur, Ouais. Mais effectivement, c'était intéressant de situer ça dans le concret, effectivement, et des conséquences psychologiques que ça a chez les enfants. Je reviens sur ce point d'invisibilité qui est vraiment énorme. On est sur un handicap invisible. Et donc, non seulement vous comme nous, on a du mal à voir qui est dyslexique, etc., comment ça se manifeste, mais aussi, du coup, on a du mal à savoir comment l'aider. Voilà, on ne sait pas puisqu'on ne voit pas ce handicap. Et l'enfant lui-même ne peut pas voir comment ça se passe chez l'autre. C'est toute la magie du cerveau qui est déjà incroyable, ce cerveau, mais en plus, c'est invisible. Et on est quand même tous persuadés qu'on pense tous de la même façon. Et on se dit, bah, moi, je pense comme ça, donc l'autre, il pense pareil. Mais non, en fait. Et c'est tellement difficile de percevoir ça, effectivement, qu'on est vite démunis pour trouver des solutions pour aider ces enfants-là. Et pourtant, elles existent. Oui. Et elles existent. Et en plus, il faut pas, voilà, il faut se dire que déjà, il faut trouver un moyen d'accéder effectivement aux autres apprentissages. C'est pas parce que la lecture, c'est effectivement un support d'apprentissage à 80%, on va dire, ou peut-être un peu moins, mais quand même assez énorme dans le quotidien de l'enfant. Mais il a tout à fait les capacités aussi de faire de la physique, du français, des maths, de l'histoire géo. Son souci, c'est le décodage. C'est ça qui va cognitivement lui apporter une charge cognitive très importante.
voilà, qui lui va demander de dépenser une énergie incroyable. Pour les solutions à apporter, en général, on a tendance à dire qu'il y a 3 actions possibles au niveau des solutions. On peut remédier, compenser, aménager. Alors, remédier, ça va être soigner la difficulté, c'est réussir l'apprentissage, c'est vous, hein, c'est les enseignants, avec aussi les orthophonistes, par exemple, les professionnels du langage, avec d'autres professionnels aussi, comme un ergothérapeute ou des choses comme ça. Mais en tout cas, remédier, c'est ça va être travailler pour réussir l'apprentissage d'une autre façon. Compenser, c'est apporter une solution différente pour arriver au même objectif. Si j'ai un enfant dyspraxique qui n'arrive pas à faire ses lacets, un geste quotidien paraît tout simple, mais on n'arrive pas à faire son lacet, on va lui apporter des chaussures Scratch. C'est l'exemple type. Hein. L'objectif, c'est qu'il arrive à mettre tout seul ses chaussures et qu'il soit content, indépendant, autonome et qu'il n'ait pas besoin de personne pour mettre ses chaussures. On lui apporte des Scratch, on arrive au même objectif, mais on lui apporte une autre solution. Nous, voilà, le moyen de compensation phare pour la dyslexie, c'est l'audio. C'est imparable. À partir du moment où j'écoute le texte, je n'ai pas besoin de passer par l'étape de déchiffrage et de décodage. Et donc, j'accède directement à la compréhension du texte. Après, il faut apporter attention. Oui, on en reparlera. Mais voilà. Il y a quand même d'autres facteurs qui est l'attention et la mémorisation. Donc, c'est important aussi ça va rentrer dans ce processus. Et puis, aménager, ça veut dire adapter la forme pour alléger la surcharge cognitive inutile. Et ça va être le point clé là, du webinaire qu'on va vous montrer, puisque c'est justement l'exercice qui a été fait sur le cahier de grammaire, à savoir aménager. L'idée n'est pas de simplifier, hein, on va faire les mêmes objectifs, mais on va adapter la forme pour alléger la surcharge cognitive. Ça veut dire que l'enfant, il est toujours en difficulté de lecture, mais on écarte le maximum de distracteurs, de choses qui vont embrouiller pour lui permettre au maximum d'être attentif, de concentrer son regard, son attention pour que la seule tâche qu'on lui demande, voilà, soit vraiment la seule tâche à réaliser par son cerveau. Ça va être ça aménagé. Et donc, on va pouvoir voir des exemples là avec l'équipe qui a travaillé sur la grammaire dans les exercices, c'est l'équipe d'auteurs et d'éditeurs. Merci beaucoup. Oui, alors, on continue donc. On va passer la parole à Joël Paul qui va vous raconter cette aventure du cahier 6e 10. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'équipe Mobidis qui nous a bien aidés pour justement nous montrer comment remédier, compenser et aménager l'enseignement. Alors, comment se présente ce cahier? Vous l'avez devant vous. La grammaire par les exercices, c'est rigoureusement la même couverture que le cahier, la grammaire par les exercices, tout public. En effet, il y aura 2 cahiers parallèles, un cahier tout public et un cahier itinéraire PIS spécialement aménagé pour les élèves dyslexiques, c'est-à-dire les élèves qui présentent des troubles essentiellement de lecture et d'écriture. Alors, à qui s'adresse ce cahier? Évidemment aux élèves dyslexiques, mais également à tous ceux qui ont une maîtrise fragile de l'apprentissage du français. C'est-à-dire, ça permettra aux enseignants de mener à bien une classe hétérogène. Si l'enseignant juge que toute sa classe a besoin d'une remise à niveau, parce que les élèves ont donc une maîtrise fragile pour des raisons diverses, je pense en particulier à tous ces enfants qui ont décroché pendant 1 an avec les confinements successifs et qui vont se retrouver certains très démunis à l'arrivée au collège en 6e, eh bien, on peut envisager toute une classe avec ce cahier. Alors, maintenant, comment le double cahier dans une seule classe? Alors, les 2 cahiers poursuivent exactement les mêmes objectifs. Voici le sommaire. Le sommaire est rigoureusement le même dans les 2 cahiers. Ce qui signifie qu'on suit le programme à la lettre. La pédagogie est la même, elle est adaptée évidemment dans le cahier itinéraire bis.
et les objectifs sont les mêmes. On doit arriver au même but à la fin d'une fiche, à la fin d'une partie, à la fin du cahier. Alors, comment utiliser ces deux cahiers en même temps dans la même classe? Alors, je vais vous donner quelques indications pour la gestion matérielle et la gestion psychologique. Je vais commencer par celle-ci parce qu'elle est très importante. Les élèves dyslexiques, ceux qui ont de grosses difficultés de lecture, qui sont donc beaucoup plus lents dans la lecture, qui écrivent aussi beaucoup plus lentement, se sentent défavorisés dans une classe, déjà au départ. Et il ne faudrait pas qu'ils se sentent discriminés parce qu'ils ont un autre cahier que leurs camarades. C'est donc à l'enseignant à mettre les choses au point tout de suite. Comme on vous l'a dit, ces enfants ont une intelligence tout à fait normale. Non seulement ils ont une intelligence normale, mais à compenser et à développer un peu plus que les autres très souvent leur imagination et leur créativité. Et il est prouvé que parmi tous les créateurs, qu'il s'agisse des artistes, des scientifiques, des créateurs d'entreprises, on trouve une forte proportion de dyslexiques. Einstein était dyslexique et certains scientifiques américains ont tenté de prouver que le génie créatif de Léonard de Vinci était dû à sa dyslexie. On les laisse responsables de ces conclusions. Voilà, ça c'est très important. On expliquera aussi que de même qu'un élève qui voit mal a des lunettes, on lui enlève ses lunettes, il a du mal à lire et à écrire, on lui remet, problème est réglé. Eh bien, les élèves dyslexiques ont un cahier aménagé pour pouvoir lire et écrire plus facilement. Alors, la gestion matérielle, eh bien, je vous propose de la voir au fur et à mesure du déroulé des fiches. Alors, voici une fiche. Il y a 4 sortes de fiches, nous l'avons vu dans le sommaire. Chaque partie, il y en a 7, commence par une fiche méthode. Ensuite, il y a les fiches notionnelles, qui sont les fiches d'apprentissage. Voilà, vous voyez, méthode. Ensuite, les fiches notionnelles, qui sont les fiches d'apprentissage. Une fiche d'évaluation et une fiche de préparation à la dictée. Donc, il y a 7 pôles et 7 types de fiches. Alors, nous allons voir les fiches les plus courantes, c'est-à-dire les fiches notionnelles. Nous allons voir, par exemple, celles qui portent sur l'attribut du sujet. Voilà. Alors, vous avez à gauche la fiche du cahier tout public. C'est la version corrigée, celle qui est à la disposition des enseignants. À droite, vous avez la fiche correspondante itinéraire bis. Sans les corriger, c'est la version élève. Alors, que remarque-t-on tout de suite? Eh bien, il y a un fond qui est crème, les contrastes sont réduits, ça simplifie la lecture, ça gêne moins la lecture. Il n'y a pas de choses annexes dans la marge ou en haut, comme mon objectif par exemple. Ça commence par un petit texte parce qu'il ne faut pas empêcher l'élève de lire. Il faut l'aider à lire et lui offrir une lecture facilitée. Donc, le petit texte se présente sous forme de 4 lignes très courtes. Une ligne sur 2 a été grisée pour un meilleur repérage dans l'espace. Ils ont souvent des difficultés pour se repérer dans l'espace d'une page. La mise en page est très aérée. Il y a beaucoup moins d'exercices dans cette page. Ça ne veut pas dire qu'il y a peu d'exercices. C'est simplement qu'il y a 2 pages par fiche en général dans le cahier tout public et 3 dans le cahier itinéraire bis. La police de caractère est adaptée aussi. Là, c'est la police Verdana qui nous a été conseillée puisqu'elle convient très bien à des dyslexiques. Les mots sont espacés, les lignes également, tout a été fait selon les conseils. Regardons les questions qui sont posées après la rubrique j'observe et je réfléchis. Petit a, soulignez les verbes. Donc, c'est du repérage, ils n'ont pas à écrire. Question B, répondez aux questions. On leur propose de le faire à l'oral.
Ils vont répondre dans leur tête ou éventuellement au professeur et ensuite ils se corrigeront quand les corrigés viendront. Alors, commence l'apprentissage. J'apprends un jeune exerce. On commence par une petite notion, c'est-à-dire une définition ici de l'attribut du sujet. On a privilégié le visuel, les mots importants sont en rouge, les exemples sont en bleu, une information par ligne, par phrase, et une phrase par ligne. Pas d'italique pour des élèves dyslexiques. Le souligné a été remplacé par une petite cuvette qui facilite la lecture, et on a introduit un surlignage, là aussi qui se voit bien. Dans le cahier tout public, il y a un petit oiseau qui apporte une information. Ça a été très simplifié. Là, vous avez le nénuphar égale une plante aquatique. On explique ainsi en résumant la correspondance entre le sujet et l'attribut du sujet. Les exercices. Alors, pour cette petite notion, dans le cahier tout public, vous avez 3 exercices. Là, vous n'en avez que 2, mais ces 2 reviennent exactement aux mêmes leçons, aux mêmes objectifs. Vous voyez l'exercice 2 du cahier tout public. Il y a un fléchage. On ne peut pas demander ça à un dyslexique. Un dyslexique profond va être très embarrassé pour passer d'une ligne à l'autre. Donc, on supprime complètement ce type d'exercice. Voyons comment sont formulées les consignes. Exercice 2. Petit a. Souligner les sujets. Un élève dyslexique, en prenant son temps, est capable de lire ceci. Une consigne, une phrase, une action. C'est tout. Quand l'élève a fini, il passe au petit b, puis au petit c. Et ce n'est que du repérage. Il n'écrit pas. Même chose pour l'exercice 3. Les phrases sont beaucoup plus longues dans le cahier tout public. Ici, elles sont très courtes et il y en a moins. C'est-à-dire que ça a été adapté et allégé. L'élève dyslexique va prendre son temps et il arrivera au bout de la fiche en même temps que ses camarades. Alors, vous pouvez remarquer que tout à fait en haut, à droite de la fiche, voilà, dans les 2 cahiers d'ailleurs, vous avez un QR code. L'élève flash là-dessus et il va avoir toute une série d'exercices numériques. Nous allons en avoir un petit exemple tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a 2 types d'exercices numériques. Une première partie pour commencer en douceur. Cette partie-là va reprendre, en simplifiant beaucoup, va reprendre tout ce qui a été fait dans la fiche. L'élève, par exemple, a complété les phrases avec des attributs du sujet choisis dans cette liste. Donc, l'élève fait glisser la réponse. S'il est embarrassé, il a, vous voyez en bas, il y a un 10. Il va cliquer sur un 10, vous verrez tout à l'heure comment ça se passe, et on va lui rappeler ce qu'est l'attribut du sujet. Donc, il y a un petit rappel de cours. Il y a une autre série d'exercices que nous allons voir maintenant, qui s'intitule « Pour aller plus loin ». Alors, ce sont les mêmes exercices. Le numérique est identique pour les 2 cahiers. Et donc, les 2 types d'élèves travaillent en même temps. Alors, il y a toujours des élèves qui ont fini avant les autres. Alors, pour éviter qu'ils s'ennuient ou qu'ils fassent le bazar, eh bien, ils ont des petits exercices un petit peu plus corsés que les autres qui vont leur permettre justement d'aller plus loin. Alors, nous allons voir maintenant la 2e partie de la fiche, l'attribut du sujet. Voilà. Alors, à gauche, vous avez la 2e page de la fiche tout public et à droite, vous avez la 3e page du cahier itinéraire PIS. Bon, c'est pour vous faire remarquer que, par exemple, l'exercice 7, qui correspond à l'exercice 8, je crois, eh bien, c'est un QCM. Donc, c'est très simple, il suffit de cocher. Mais ils doivent quand même réfléchir puisqu'on leur demande de souligner les attributs du sujet. C'est très simple, hein, c'est même évident. Mais normalement, arrivé là, eh bien,
tous les élèves doivent avoir compris ce qu'est un attribut du sujet. Alors, on arrive à la dernière partie. J'utilise ce que j'ai appris et on arrive à pourlire. Alors, on doit aider l'élève dyslexique à surmonter ces difficultés. On ne doit pas les évacuer complètement. Donc, ils ont presque le même texte que leurs camarades. Le texte des camarades est signé Charles Perrault. Eux, c'est d'après Charles Perrault. Donc, j'ai beaucoup simplifié le texte. J'ai évacué des mots qui pouvaient être un peu difficiles à lire, par exemple comme le mot désagréable. Donc, j'ai gardé des mots simples, aussi simples que possible. Une ligne correspond à une phrase, une information dans la phrase. Donc, les élèves doivent arriver à lire ceci. Et ils auront beaucoup plus de temps que leurs camarades puisque le texte est beaucoup plus court. Et là encore, la question, c'est du repérage. Alors, pour dire, tout le monde a exactement la même consigne. Bon, elle est présentée plus simplement pour les itinéraires mixtes, mais c'est la même chose. Parce que normalement, à l'oral, sauf lorsqu'on a affaire à des élèves dysphasiques, eh bien, ils peuvent être tout à fait à l'aise, surtout si on fait appel à leur imagination. Alors, pour écrire, là aussi, c'est un problème pour les dyslexiques. Alors là, il se trouve que c'est un exercice très simple puisqu'on leur demande de rédiger 4 définitions avec un verbe, un sujet, un verbe, un attribut. Alors, on peut demander aux dyslexiques de n'en faire que 2. Ça, c'est à l'enseignant de voir. Je vous expliquerai tout à l'heure comment gérer la rédaction d'un texte, d'un conte, par exemple, comme on en donne souvent en 6e. Bon, nous allons passer maintenant à la page suivante. Voilà. Alors, jusqu'à présent, il était possible de ne guère rédiger. Mais il arrive un moment, lorsqu'on a affaire à de la conjugaison et à de l'orthographe, où il faut aider l'élève à écrire un peu malgré tout. Sinon, il ne surmontera jamais ces difficultés. Alors, fiche sur le présent indicatif. Bon, là encore, vous voyez, c'est mise en page très simple, très claire, un QCM, et on arrive au dernier exercice. Mettez ces verbes au présent. Et là, l'élève va devoir écrire. Parce que sinon, il ne parviendra jamais à écrire si on ne le fait pas écrire un peu. Mais tout ça est simplifié. D'abord, pendant que ses camarades doivent écrire 12 verbes, lui n'en a à écrire que 6. Le verbe figure entre parenthèses, donc il le recopie. Quant à la terminaison, elle est juste au-dessus. Elle est en noir et elle est en bleu dans les exemples. Donc, ils vont écrire tranquillement leurs 6 verbes. Bon, bien sûr, ils vont faire des fautes, certainement, mais ça ne fait rien, ils les corrigeront. Et nous allons passer maintenant à un corrigé, voilà, d'exercice numérique. Alors, voici comment ça se présente. Là, vous avez ce qu'a fait l'élève. Un élève a fait l'exercice, plus ou moins bien. Il devait placer 4 phrases dans 3 cases. Et il s'agissait des emplois du présent, présent d'actualité, présent d'habitude, présent de vérité générale. Avant de le faire, il pouvait cliquer sur l'indice. Et l'indice, on lui présentait, mais d'une manière différente, avec une formulation différente de celle du cahier, comment on reconnaît les emplois du présent. Alors cet élève-là, on suppose qu'il a fait 3 erreurs sur 4. Eh bien, il va avoir un feedback. Tous les exercices sont suivis d'un feedback. Si l'élève a tout juste, on le félicite. S'il a fait une erreur, alors soit on lui explique quel type d'erreur il a pu faire, soit on lui donne un petit conseil, un petit coup de pouce, là encore, avec une formulation un petit peu différente, un petit coup de pouce pour refaire l'exercice sans erreur. Alors, comment utiliser ces exercices numériques? Eh bien, ce que je préconise, c'est de ne pas les faire faire tout de suite après la fiche. D'abord, de les faire faire, oui, c'est très important. Vous savez que pour bien mémoriser, il faut répéter. Et il faut faire une répétition, mais sous des formes différentes. Là, il y aura 2 supports différents. Il y a eu le cahier d'abord et il y a l'ordinateur maintenant.
les indices sont un petit peu différents, etc. Alors, ce qui est bien, c'est de laisser passer une fiche et ensuite de revenir en arrière et de faire les exercices numériques qui correspondent à la fiche précédente. Donc, il y aura une mémorisation beaucoup plus efficace. Alors, nous allons passer maintenant à la fiche suivante. Alors, là, vous avez l'exemple, oui, bon, c'était dans la même fiche du présent de l'indicatif, le pour aller plus loin. Eh bien, bon, vous avez le même exercice que le précédent sur l'emploi du présent, mais un petit peu plus compliqué. Alors, vous avez pu remarquer que chaque leçon… Alors, attendez, non, avant, je vais un petit peu trop vite. Je voulais vous montrer comment on gère un type de problème, un type d'exercice. Dans le cahier de 6e tout public, l'exercice, c'est l'exercice, je ne vois pas très bien, l'exercice 12, on demande à l'élève réécrivez ce récit au présent. C'est un exercice classique. Mais on peut difficilement demander ça à un élève dyslexique, il va être découragé. Ce qui compte en fait, c'est qu'il sache comment transformer un récit au passé en récit au présent. Donc, vous voyez l'exercice 11, page de droite, eh bien on lui propose de le faire à l'oral. Il va le faire dans sa tête et ensuite il se corrigera avec les corrigés vitroprojetés. Mais malgré tout, on a laissé 3 lignes. Si l'élève a envie d'écrire le texte, eh bien il le fait. Ou bien alors, ce qu'il peut faire aussi, c'est n'écrire que les 3 verbes concernés. Donc, il y a une grande souplesse. Le niveau de dyslexie n'est pas le même pour tout le monde, donc c'est à l'enseignant à conseiller ses élèves. Alors là encore, vous voyez un texte très simple pour écrire. Alors, pour écrire, vous avez un type d'exercice très courant en 6e. Racontez au présent ce qu'est pour vous une journée de vacances habituelle. Soulignez le verbe au présent. Il va falloir raconter. Alors, 3 possibilités. Soit il est entendu dès le début de l'année que les élèves qui pratiquent le cahier itinéraire bis écrivent des textes très courts, selon leur niveau, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, à définir avec l'enseignant. Court mais soigné. Deuxième option, l'élève écrit son texte à l'ordinateur avec correction automatique. L'ordinateur libère beaucoup les élèves qui ont des problèmes avec l'écrit. Troisième possibilité, l'élève dicte son texte à un adulte. Ou même, on peut envisager, si ça se présente bien dans la classe, de les faire travailler en binôme. J'ai déjà essayé, ça marche très bien. Alors, l'élève 10 dicte son texte très très court, évidemment, à un camarade. Ensuite, tous les deux ensemble, je dis bien tous les deux ensemble, ils vont le corriger, l'améliorer. Puis, pendant que l'élève 10 recopie tranquillement son texte, son camarade va le reprendre à son compte, il va l'enrichir, le développer, lui donner un côté personnel. Nous allons passer maintenant à un autre type de fiche. Je crois que maintenant, ce qui vient, c'est une fiche méthode. Voilà. Alors, toutes les parties commencent par une fiche méthode. Donc, vous voyez, que ce soit le cahier tout public ou le cahier itinéraire bis, on privilégie le visuel. L'élève retrouve toujours le même code de couleur, c'est-à-dire tous les mots importants en rouge, tous les exemples en bleu. Pas d'italique pour les dyslexiques, ça trouble leur lecture. Alors les exercices très simples. Vous voyez, l'exercice 1, c'est une toute petite phrase, très courte, et on leur demande du repérage. L'exercice 2, eh bien, je classe les mots surlignés dans le tableau. Les mots sont surlignés, donc ils les repèrent facilement et ils cochent simplement les cases. Nous allons voir maintenant un autre type de fiche et avec sa spécificité. Voici un autre type de fiche. Alors, il y a 4 pavés, donc facilement lisibles. Mais je voudrais insister sur ce qui figure au bas de la page.
et ce qui figure dans tous les cahiers, hein, les deux types de cahiers. Un QR code et vérifiez que vous avez bien compris en complétant la fiche imprimable. Donc, l'élève aura la possibilité, soit tout de suite après, soit mieux un peu plus tard, de remplir une fiche. Là encore, c'est très visuel. Ça lui permet de faire une synthèse de ce qu'il a appris, de vérifier s'il a compris. Donc, compléter un tableau et compléter des phrases. Bon, les exercices sont les mêmes pour les deux types de cahiers. Là encore, il y a répétition pour une meilleure mémorisation. Alors, nous allons voir maintenant de nouvelles fiches. C'est la fiche d'évaluation. Alors, cette fiche d'évaluation, que ce soit un cahier ou l'autre, cette fiche d'évaluation va permettre à l'enseignant de remplir les grilles d'évaluation qu'on lui demande très souvent en fin d'année. Alors, le tout public présente une évaluation sur 2 pages, donc ça serait très très lourd pour des dyslexiques, et notamment sur la page, la deuxième page, un grand texte, là une fable de La Fontaine. Donc ça c'est absolument exclu. L'élève va pouvoir, dyslexique, va pouvoir s'évaluer, et comme il va devoir écrire un petit peu, eh bien il aura moins à faire, mais il ne sera pas en retard par rapport à ses camarades. 2 rubriques, je récapitule mes connaissances, donc il va compléter le tableau. Ça concerne tout ce qu'il a étudié auparavant. Il va se noter, alors soit il va faire une auto-évaluation, soit c'est son professeur qui le fera. Et ensuite, il y a un test de connaissance. C'est ce qui fixe l'apprentissage et la mémoire. Et il va aussi se noter. Et voyez tout à fait en bas de chaque fiche, il y a évaluation des compétences travaillées avec la notation habituelle, maîtrise insuffisante, fragile, etc. Et reporter les résultats de l'évaluation, page 160. Nous allons aller à cette page 160. Alors, voici l'évaluation globale qui intervient à la fin du cahier. C'est exactement la même pour les 2 cahiers. Simplement, l'élève dyslexique ne va pas être dévalorisé par rapport à ses camarades parce qu'il aura eu une évaluation qui sera conforme à ses capacités. Et l'enseignant pourra donc le noter par rapport à ce qu'il est capable de donner lui-même. Et nous arrivons maintenant à, je crois que c'est la dictée. Oui, alors la dictée, ça c'est un sujet très douloureux pour les pauvres élèves dyslexiques et dysorthographiques. On ne peut pas non plus les empêcher de faire une dictée. Mais on ne veut pas non plus les dévaloriser. Alors ils vont avoir un traitement un peu spécial. Pendant que leurs camarades vont avoir comme eux une préparation à la dictée, eux vont avoir le texte sous les yeux. Ils vont le lire et le texte c'est la même histoire hein, que dans l'autre cahier, mais là encore le texte a été raccourci et simplifié. Donc ils lisent le texte autant de fois qu'ils le veulent. Ils vont faire les petits exercices de préparation à la dictée et maintenant, ils vont recopier le texte. Alors, dans l'espace qui est prévu. Comme ces enfants ont souvent des problèmes de repérage spatial, vous voyez, on les a un petit peu aidés avec d'abord un cadre et un cadre de couleur. Un cadre de couleur, donc à gauche, à droite, en haut, en bas. Ils vont recopier le texte. Alors, ce que je recommande, c'est de leur faire ça à la maison, tranquillement chez eux. La partie 1, je prépare la dictée. La partie 2, je recopie le texte. Ensuite, va venir le moment de la dictée en classe. Alors, pendant que leurs camarades vont faire la préparation à la dictée, eux, eh bien, ils vont relire encore une fois le texte et vous voyez en haut à droite encore un QR code. Écoutez la dictée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'occuper de ce que font leurs camarades, ils vont prendre
un papier, une feuille, et ils vont écrire la dictée sous la dictée. Toutes les dictées ont été enregistrées de façon très claire et ils ont la possibilité de revenir en arrière autant de fois qu'ils le veulent, parce qu'il y en a qui sont très lents, et ils vont faire leur dictée. Ensuite, eh bien, ils reliront, ils corrigeront la faute comme les autres. Alors, la question que l'on va probablement me poser, c'est la question de gestion de tout cela en classe. Alors, si les exercices sont faits à la maison, les exercices et les méthodes, etc., eh bien, en classe, le professeur dispose de corriger vidéo projetable pour les deux cahiers. Alors qu'il s'arrange comme il veut, soit il projette alternativement les exercices de l'un et de l'autre, soit s'il n'y a que, par exemple, 2 ou 3 élèves dans la classe qui ont le cahier itinéraire bis, pendant que leurs camarades corrigent leurs exercices, eh bien, le professeur peut s'occuper d'eux et les aider à faire leur corrigé. Si c'est fait en classe, eh bien, c'est exactement la même chose parce que les élèves 10 auront beaucoup plus de temps que les autres puisque la leçon, les exercices ont été allégés. Ils auront moins à lire, ils auront très peu à écrire. Donc, ils finiront en même temps que leurs camarades et ils profiteront des corrigés vidéo projetés. Eh bien, je crois que je suis arrivée au bout de ma démonstration. Je voudrais quand même revenir sur les ressources numériques. Alors, ça, c'est la grande nouveauté parce que ça concerne les deux types de cahiers. Je signale d'ailleurs que le cahier tout public a été entièrement remanié, remis à jour et il est totalement conforme aux dernières directives ministérielles. Donc, pour ces deux cahiers, l'élève dispose de 270 exercices autocorrectifs, ce qui n'est pas rien. Donc, nous avons vu des exercices très simples pour découvrir et retravailler des bases et des exercices pour se perfectionner. Toutes les fiches méthodes, les 7 fiches méthodes des deux cahiers, sont doublées de fiches imprimables à compléter. Et ce qui est propre au cahier itinéraire bis, ce sont les 7 dictées en version audio pour travailler en autonomie. Donc, la grande originalité de cette collection, c'est qu'il y a deux cahiers presque semblables qui poursuivent les mêmes objectifs, mais dont un est adapté à des difficultés spécifiques. Bon, maintenant, écoutez, si vous avez des questions à poser, je pourrai y répondre, soit maintenant, soit plutôt peut-être à la fin de l'exposé. Alors, Merci. je vais laisser la parole à Marion maintenant. Marion, c'est à vous. Ah oui, Marion, je ne sais pas quelle Alors, Marion. Alors, peut-être, merci beaucoup Joël pour cette présentation et pour tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser des questions. À la fin de cette présentation globale, nous pourrons y répondre. Et si vous avez des remords parce que vous n'avez pas encore posé de questions à Joël, eh ben, il sera encore temps. Donc, on va laisser peut-être la parole à Moby10 pour expliquer son travail énorme sur l'accessibilité via le numérique. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Là, oui. J'en profite avant de parler de Sondo pour revenir sur le travail qui a été réalisé sur ce cahier papier. C'est un travail qu'on a soumis aussi à des professionnels des troubles du langage, donc des orthophonistes, sur la balance qu'il fallait faire, l'équilibre qu'il fallait faire entre un désencombrement complet, mais qui faisait qu'après, on avait 2000 pages dans le cahier, ce qui n'était pas jouable. Donc, il y avait une contrainte pour respecter quand même un cadre papier, et puis une contrainte de désencombrement. Et donc, c'est cet équilibre-là qui est jamais facile à faire. Donc, le travail a été fait justement dans cet objectif-là, d'arriver à trouver le bon équilibre
pour pouvoir adapter l'effort cognitif, l'effort que l'enfant fait quand il réalise un exercice. Et les retours qu'on a eus de la part des orthophonistes avec qui on a travaillé là-dessus étaient très, très intéressants justement à ce sujet. J'ai hâte de le voir en grandeur nature dans les Il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Ouais. Alors, pour compléter ce que disait tout à l'heure Sophie sur l'avantage de l'audio. L'audio, c'est un formidable moyen de compensation et ça permet de soulager l'enfant parce qu'il va avoir un feedback. Il va avoir la lecture, il va essayer de lire, il va comprendre et puis il va pouvoir entendre ce qu'il lit. Et le fait d'entendre, ça peut lui confirmer que ce qu'il a lu, c'est bien, et ce qu'il a compris, c'était bien ce qu'il fallait comprendre. Et donc, c'est un feedback autonome. Bon, je n'ai pas besoin de vérifier, de demander à maman si ou je ne sais pas quoi. Donc, ce soutien par l'audio, il est très important. Il peut être fait de plusieurs manières. Il peut être fait où je n'ai pas le texte sous les yeux, juste j'entends, mais il peut être fait surtout avec le manuel sous les yeux. C'est-à-dire que c'est une confirmation que ce que j'ai compris, eh ben, c'est bien ce qu'il fallait comprendre. Et c'est tout l'intérêt de ce que va vous présenter maintenant Jean avec Sondo. Donc Sondo, c'est une bibliothèque, c'est une offre qui est proposée en abonnement au collège et qui inclut entre autres les manuels de la grammaire par les exercices. Alors à la fois la version standard et la version spéciale 10. Jean, je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, tous les éditeurs, quand on a commencé à mettre en place cette plateforme, n'avaient pas avancé comme Joël et Marion viennent de vous l'exposer pour le cahier de la grammaire par les exercices 10. Donc notre premier objectif, c'était de proposer une bibliothèque qui reprenait l'ensemble des manuels scolaires en usage, quel que soit l'éditeur, sur cette plateforme. Donc ça a été un gros travail puisqu'il a fallu récupérer l'ensemble des manuels. Et à partir de là, nous avons fait tout un travail d'audio où on a enregistré l'ensemble des manuels. Donc chaque manuel est enregistré dans sa complétude, à savoir le cours, à savoir les consignes, à savoir les activités, tout ce qui figure en fait dans son manuel. L'objectif, c'était de donner la possibilité aux enfants, puisque comme le disait Sophie tout à l'heure, la problématique des enfants 10, c'est que on va mettre en place des outils de remédiation, mais cette problématique, elle reste réelle, elle existe toujours. Donc, quand ils arrivent au collège, ils ont pu petit à petit trouver un certain nombre de parades sur ces premiers apprentissages, mais ils vont arriver au collège avec des nouveaux enseignements, avec des contraintes complémentaires, avec des difficultés qui vont être croissantes, et donc ils vont être face de nouveau à des vrais problèmes. Il va falloir qu'eux-mêmes trouvent des nouvelles stratégies de contournement par rapport à ces problèmes qui leur sont posés. L'objectif, c'était de pouvoir leur mettre à disposition, via ces versions audio, un allègement de cette charge cognitive et du coup de pouvoir les accompagner et les aider dans le travail qu'ils auraient à faire. Donc, comme je le disais, chaque exercice, chaque activité, chaque cours est enregistré et l'enfant, via le code qui lui sera donné une fois que le collège est abonné, va pouvoir récupérer les manuels en usage qu'il a dans sa classe, accéder à ces versions audio et pouvoir travailler sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone et avoir l'ensemble de ce qu'il doit faire en version audio. Il a son manuel à côté de lui, il a l'audio et ça va lui permettre de suivre et de gagner du temps et de libérer une partie de l'énergie qu'il mettait à essayer de se concentrer, à essayer de comprendre ce qu'il y avait comme consigne dans l'exercice ou tout simplement l'exercice, à alléger cette charge pour pouvoir vraiment mettre cette énergie au service de ce qu'on lui demande de faire. Donc aujourd'hui, Sondo… Sur le slide suivant, on va avoir une illustration de ce qu'est en train de dire Jean. On peut passer au slide. Voilà. Voilà, donc effectivement, on a aujourd'hui dans Sondo un peu plus de 160 manuels qui existent, quelle que soit la discipline, quel que soit le niveau, donc sur les 4 niveaux de collège. Le collège s'abonne, choisit les manuels qui sont en usage, chaque élève a son propre code, se connecte et donc derrière récupère vraiment l'intégralité de son manuel. Le manuel est structuré
C'est-à-dire qu'on va récupérer, non seulement il va avoir la référence de la page, il va avoir la référence à l'intérieur de l'exercice. Si c'est un élément de cours, on va lui donner les premiers mots de la phrase du cours pour qu'il puisse se repérer. Il va avoir la possibilité aussi, dans cet audio qui lui est proposé, de jouer sur la vitesse de lecture. Et donc, à partir de là, il va récupérer petit à petit l'ensemble de ces infos et puis suivre l'intégralité de ce que va lui dire le narrateur pour faire ses exercices ou pour revoir les fondamentaux ou son cours. Donc là, aujourd'hui, il y a donc 160 manuels. On continue tout doucement à enrichir cette bibliothèque en fonction de workbooks ou de cahiers qui nous sont demandés. Pour Bordas, ont déjà été enregistrés et sont disponibles sur Sando tous les manuels qui nous ont été demandés et que l'éditeur, bien entendu, nous a gentiment donnés pour pouvoir faire ces enregistrements-là et les proposer sur la plateforme Sando. Donc, vous voyez, il y a de la physique, il y a de la SVT, il y a des maths, et bien sûr, à très court terme, on va avoir ce fameux cahier 10 que vous a présenté Joël, puisque tout ce travail qui a été fait est déjà énorme. Il va déjà vraiment faciliter le travail des élèves 10, mais pas que, des élèves aussi en difficulté. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion d'itinéraire bis, parce que Sando, on a aussi construit Sando comme quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire qu'on n'était pas là uniquement pour proposer de l'audio uniquement aux enfants qui étaient 10. Mais du coup, on s'aperçoit dans les usages que les enfants, d'une façon générale, qu'ils soient 10 ou en difficulté, et il y en a de plus en plus, utilisent Sando. Donc, c'est vraiment un facilitateur. Et donc, le cahier de grammaire 10 va être enregistré de la même façon. Donc, non seulement il y a eu un travail éditorial qui a été fait pour trouver la bonne présentation, la bonne harmonie, le choix qui a été fait aussi au niveau du retravail des consignes et de ce qui était proposé à l'élève, mais en plus, l'élève va pouvoir bénéficier de cet enregistrement audio. Et donc, avec tout ce matériau, il va pouvoir vraiment être à l'aise pour faire ces exercices, comprendre, revoir un certain nombre de notions et avancer progressivement dans l'année sans être à chaque fois, sans buter sur l'ensemble des problèmes qui lui sont posés. Alors, on vous a mis dans les slides, on ne va pas forcément les détailler maintenant, mais on vous a mis dans des slides des copies d'écran de à quoi ça ressemble le sommaire et comment c'est utilisé. Vous n'hésiterez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez. Il y a deux slides. Donc là, on voit la copie d'écran, à quoi ça ressemble avec la gestion par page et puis le détail des entrées. Et puis, page suivante. Allô? Pardon, c'est l'exemple sur la grammaire par les exercices. Donc, l'exemple qu'on avait aujourd'hui. Donc, tout ce Sando, en fait, il a vraiment pour objectif de rendre les manuels plus facilement accessibles sur, à la base, l'idée que il y avait tout un tas d'enseignants qui enregistraient les manuels pour pouvoir donner l'exercice et pour pouvoir compenser les troubles cognitifs. Donc, c'est parti de là. Et puis, de fil en aiguille, on est allé plus loin. Et sur en particulier les livres de littérature, et je propose que Jean, tu nous montres quelques livres de littérature, on a développé tout un format qui intègre et l'audio et le texte du livre. C'est ce qui s'appelle le format Frog. Voilà, donc là, effectivement, on a été un petit peu plus loin sur ces livres de littérature qui nous sont demandés par les enseignants, soit parce qu'ils sont utilisés en classe et lus au cours de l'année, que ce soit des classiques ou des livres de littérature. Et donc pour ces livres-là, il y a non seulement l'audio, mais également ce format Frog dont parlait Marion, qui propose un certain nombre d'outils d'accessibilité, des fonctions d'accessibilité, pardon, qui vont permettre de faciliter le travail de lecture pour l'enfant. Donc on va avoir ce que classiquement on a fait comme travail avec la grammaire par les exercices, à savoir un travail sur la police, sur l'interlignage, l'interlettrage, mais il va y avoir également d'autres fonctionnalités qui vont permettre d'accéder à l'audio d'une part, mais également d'avoir une petite réglette qui va permettre de suivre pour l'enfant sa lecture. Et puis, comme vous le voyez, on a fait aussi un travail
pour surligner ou en tout cas mettre à la couleur, soit qui permet de distinguer certains mots, donc de mettre en valeur certaines syllabes ou certains mots qui ont du sens, qui ont un sens, pour que l'élève puisse avoir à chaque fois, ne bute pas sur ces mots-là et en tout cas avoir une aide complémentaire. Donc ça, c'est disponible pour chacun des livres. Ces outils ces fonctions d'accessibilité lui sont proposées et lui les active en fonction de ses besoins. Page suivante, on va voir un récap. On vous a préparé un récap des différentes fonctionnalités, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avec cette possibilité qu'a l'élève d'aller soulager son effort de lecture et d'aller lire le livre complet, les retours qu'on a eus d'enseignants qui font utiliser Sando par les élèves, c'est que là où d'habitude ils ne faisaient étudier qu'un extrait d'un titre, ils sont revenus à l'idée d'étudier l'œuvre complète. Parce que l'œuvre complète est accessible, même si l'enfant n'arrive pas à la lire jusqu'au bout, il va avoir avec toutes ces fonctionnalités-là les moyens d'aller au bout de sa lecture. Ça inclut le livre audio, donc il peut se faire lire le livre, mais ça inclut des aides qui sont à géométrie variable et qui vont permettre d'aller au bout de l'œuvre complète et donc de replacer l'extrait dans son contexte. C'est un retour qu'on a eu sur 2 territoires sur lesquels on a testé particulièrement Sando cette année, l'Académie de la Martinique et le Pas-de-Calais, sur lequel donc, on a fait une mesure des effets de Sando tout au long de l'année. Et c'est un des effets qui est ressorti, le fait de passer de nouveau à l'étude d'une œuvre complète et pas simplement de l'extrait de l'œuvre. Donc, c'est un résultat qu'on n'avait pas vu au départ et on trouve que c'est très révélateur de ce que ça peut apporter bien au-delà de simplement apporter quelque chose par rapport aux 10 strictement. Et c'est quelque chose d'extrêmement motivant pour nous de se dire que ça peut aider bien au-delà des 10. Donc, Sando, un outil qui permet à la fois d'avoir l'audio des manuels et d'autre part d'avoir des livres de littérature en version Frog. Marion, vous voulez reprendre la suite ? Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Écoutez, je crois que on a vu dans un premier temps à partir d'un exemple très spécifique et puis là avec la présentation de Moby10 à partir d'exemples plus variés, le travail qui est fait sur différents supports pour essayer de rendre les apprentissages, notamment en français et en lecture, plus faciles, confortables et même plaisants pour le public de nos élèves, de nos enfants. Bien sûr, avec un travail extrêmement approfondi d'études préalables sur les difficultés propres à ce public et ensuite un travail de réalisation très fignolé avec toutes les possibilités. Elles ont leurs limites que nous permet l'impression papier et toutes les possibilités peut-être illimitées que nous offre aujourd'hui et demain le numérique. Alors, ça n'a rien d'illimité et ça n'a rien de magique surtout. On n'est pas en train de vous dire que par l'opération du Saint-Esprit, ces enfants-là vont plus avoir de difficultés. En revanche, il y a des solutions aujourd'hui. Il y a des solutions d'aménagement sur des cahiers print et la grammaire par l'exercice en est un exemple absolument très abouti. Et puis, il y a des solutions sur effectivement les compensations numériques et c'est des compensations qui vont vraiment permettre à l'enfant d'avoir un marchepied. Donc, la marche va être moins haute et donc, ils vont moins tomber, moins se faire mal et donc, ils vont progresser. Bien sûr, donc je crois qu'une des choses à retenir, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'en rabattre sur les ambitions qu'on peut avoir vis-à-vis d'un public qui a de très fortes capacités et un certain nombre de difficultés. On les aide à surmonter ces difficultés, mais on considère que tout un chacun a droit à avoir les mêmes ambitions et les mêmes résultats à terme.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. N'hésitez pas. Cette présentation était un petit peu longue et riche, je l'espère. Donc pour l'instant, nous n'avons pas répertorié de questions. Le temps que vous y pensez, si vous avez des idées, mais surtout n'hésitez pas. Ce que l'on peut préciser sur le cahier 10, c'est que ce cahier donc est sous format papier, cahier 6e itinéraire bis. Il existe en papier avec une version élève, une version enseignante avec les corrigés, que la plupart d'entre vous, je l'espère, ont reçu dans leurs établissements ou sont en passe de recevoir. Il existe une version numérique vidéo projetable pour un usage en classe avec une projection de chaque corrigé progressive qui permet un travail de correction pour la classe entière. Il y a également, puisque la galaxie des périphériques, comme on dit chez nous, est assez importante, il y a également ces exercices numériques qui viennent en complément des exercices papier qui sont accessibles par QR code, mais qui, nous le rappelons, sont aussi accessibles sur un site compagnon élève comme un site compagnon enseignant. Donc tous les élèves qui ne disposeraient pas d'un téléphone portable peuvent quand même y accéder. Et pour l'enseignant, sur le site compagnon, il y a la totalité des corrigés qui va pouvoir distribuer, même éventuellement sous format papier, s'il imprime, à ses élèves à volonté en fonction des besoins. Bon. Et puis, je ne redétaille pas l'offre son dos parce qu'elle a été très bien expliquée, mais le travail qui a été fait sur ce cahier 10 ne nous a pas empêché de proposer toutes ces versions possibles, tous ces modes d'accès au cahier pour l'enseignant et pour l'élève. Voilà. Alors, pour l'instant, sur notre petit outil du webinaire, nous ne voyons pas apparaître de questions. Donc, je ne sais pas si Marion, Jean, Joël, vous souhaitez ajouter d'autres informations à la présentation qui a été faite. Si jamais dans le public vous aviez des questions autres, n'hésitez pas à nous envoyer directement vos questions sur contact@mobilis.fr. contact@mobilis.fr. Peut-être que Jean, je vais d'autres, oui, le mettre dans le Oui, je ne sais pas comment faire. Aidez-moi. lien. Comment faire pour le mettre dans le chat, l'adresse de contact. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, là, taper le message. Alors, je vais essayer de le faire sans faute d'orthographe parce que sinon, ça va faire mauvais effet. Alors, contact, c'est ça? @mobidis.fr. MOBIDYS. C'est ça. C'est parti. Voilà. Il y a même un T qui manque. Bah, vous voyez, je crois que ces cahiers sont pour moi. Ouais. Merci beaucoup, je vais les étudier de très près. Écoutez, alors, si vous, Joël, vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien, non, puisqu'il n'y a pas de questions, mais s'il y a un repentir, eh bien, je propose que la question soit posée directement aux éditions Bordas et je me ferai une joie d'y répondre. Merci Alors, beaucoup. je crois qu'on me donne un lien. Alors, on peut poser la question à contact@bordas.tm.fr. Je répète, contact@bordas.tm.fr. Et je répondrai très volontiers à ces questions. Écoutez, alors, donc on peut clore cette session en vous remerciant tous nos chers intervenants pour ces présentations et tous nos auditeurs pour leur attention, en espérant vous avoir convaincu de la qualité du travail que nous avons accompli là, dans la perspective d'une aide accrue à tous les élèves. Merci encore à vous et très bonne fin d'année. Au revoir. Merci revoir. beaucoup. Merci à tous. Au revoir.